quand je parlais de, on va dire, d'arbitrage en ciel ouvert, on voit que déjà, rien que d'un point de vue fiscalité, pour la crypto, de partout dans le monde, ça n'a rien à voir. Il y a des pays qui sont à 0%, il y a des pays qui vont être comme la Chine qui ont banni le Bitcoin et pour le coup, c'est encore possible d'utiliser le Bitcoin dans ces pays. Et on voit que dans beaucoup d'autres endroits, on a une taxation qui va être plus élevée. Pareil, des pays qui vont réguler la crypto-monnaie, tu as des bans absolus. Donc, par exemple, en Afrique, on va retrouver pas mal de pays pour lesquels c'est le cas. Il va y avoir la Chine, et puis il y en a d'autres où ça va être régulé. Je pense que ça va être un marché, au lieu de dire ça va être un marché qui va être totalement exempté de toutes les règles, on va détruire les banques, on va être les machins. Non, on va être régulé, on va être sujet à tout un tas de réglementations, mais cette réglementation, elle va être obligée aussi d'évoluer au fur et à mesure de la réglementation des autres pays. Parce que si toi, tu vas trop réglementer ton truc, bah, tu as des gens qui vont partir et c'est de l'argent et des capitaux que tu perdras. Et on le retrouve un peu de partout. Là, on voit que la réglementation sur la crypto par pays, elle est vraiment différente et en fonction des différents écosystèmes aussi, que ce soit au niveau des ICO, ça va pas être pareil. Tu vois, c'est aussi les gens disent c'est une réglementation en crypto, mais il y a plein d'aspects. Il y en a certains qui vont dire le Bitcoin, c'est une commodities, on l'accepte. Il y en a d'autres qui vont dire bah, nous, on va réglementer beaucoup plus les ICO ou les plateformes d'échange centralisées. Et là, je pense qu'il y a un besoin aussi de réglementer ça. Quand on voit ce qu'il y a eu avec FTX, Celsius et toutes ces plateformes-là, il y a un vrai intérêt de pouvoir le faire. Ce ne sera pas forcément un gage de qualité non plus. On voit que il y a énormément d'arnaques chaque année, même avec des boîtes qui sont régulées. Et Madoff, bah, c'était le président du Nasdaq et il a créé le plus gros Ponzi presque de toute l'histoire. Bon, voilà, c'est pas non plus un gage de qualité, mais je pense qu'il y a un besoin aussi. Donc, c'est comme tout, en fait, la vérité, elle se situe un peu entre les deux. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Ben oui, après, il y a plusieurs aspects de la régulation, bien évidemment. On verra comment ça se passe au niveau des différents pays. Mais après, ça sera en fonction de ce qu'on a évoqué. Les opportunismes de chacun, la régulation. Nous, c'est vrai qu'en Europe, malheureusement, on est sur une régulation qui sera plutôt stricte avec MiCA. Donc après, d'un autre côté, cette partie-là, on nous l'envie un peu aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, où jusqu'à présent, la régulation, elle est très peu claire. Justement, tout ce qui se passe au niveau de la SEC, c'est qui doit gérer quoi, qui doit s'occuper de quoi, quels sont les papiers à fournir, quels sont les documents à apporter pour s'enregistrer, se mettre en conformité avec la loi. Il y a plein de procès en cours, notamment Coinbase et toutes les plateformes d'exchange aux États-Unis, où au final, ils se disent, OK, nous, on veut vraiment se mettre en conformité avec la loi, on veut vraiment respecter, mais dites-nous ce qu'il faut faire au final. Et la SEC, ils sont, ouais, non, mais vous n'êtes pas en conformité, on va vous mettre un procès au cul. Mais comment on fait? Donnez-moi le formulaire, donnez-moi les papiers. Moi, j'ai toute mon équipe légale, régulatorie qui est derrière, on va vous les remplir. Ouais, mais vous êtes, c'est pas en conformité avec la loi, vous n'êtes pas légal. Mais oui, mais dites-moi comment on fait. Donc, en fait, il y avait aussi cet aspect-là qui disait, oui, alors certes, MiCA est très strict et super. C'est un carcan, du coup, les autorisations, tous les papiers à remplir, c'est hyper contraignant et tout. Mais pour le coup, il y a quand même une certaine régulation et une certaine clarité, même si des fois, c'est pas toujours simple parce que voilà, il n'y a pas tous les acteurs qui jouent le jeu comme ça pourrait être souhaitable. Mais il y a au moins une clarité réglementaire, même si elle est quand même stricte et du coup, pas forcément favorable au développement de l'écosystème, des différents projets et tout. Mais il y a quand même une réglementation. Aux États-Unis, jusqu'à présent, ça reste quand même un peu flou. Après, on voit que la SEC, elle est en train de se prendre dérouillé sur dérouillé au niveau des procès. La CFDT Ouais. qui confirme que Ethereum, au final, c'est une commodities. Donc, il y aura sûrement une wave de projets qui vont être considérés comme commodities. Donc, il y aura peut-être avec l'élection de Trump, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, mais un cadre réglementaire peut-être plus favorable qu'en Europe, du coup, qui se mettrait en place aux États-Unis. Ça ne serait pas non plus étonnant. Mais il y a plein d'aspects comme ça considérés. Donc, affaire à suivre. Mais c'est vrai qu'en général, nous, en Europe et particulièrement en France, au niveau fiscal, réglementation, on n'est pas connu pour être sur un cadre hyper favorable, hyper propice au développement des entreprises, bien que voilà, dans les discours, on va être voilà, la Startup Nation, où on va être le vivier, le fer de lance, tout ce que vous voulez à la pointe de l'innovation. Quand tu regardes ce qui est mis en place au niveau légal pour favoriser les entreprises, bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. On est Mais bon. bien d'accord. On est bien d'accord. Vous faites tourner un nœud Bitcoin chez vous? Alors moi, non, mais je pense pas que Théo, tu le fasses non plus.
Mais Non. Mickaël le fait, lui. Mickaël le fait. On a rajouté même tout un module sur Crypto Investisseur où on montre comment créer son propre nœud, comment le gérer, etc. Voilà. Moi, je pense que je le ferai très prochainement, mais je t'avoue, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de tout installer de mon côté. Ce n'est pas très compliqué en soi, mais il y a vrai intérêt de le faire. Et au final, tu comprends vraiment comment ça fonctionne, quoi. C'est pour ça que quand on a clairement un FUD en fait en disant les États vont interdire le Bitcoin et machin, tu te rends compte qu'aujourd'hui, même si tu arrêtes Internet, tu peux continuer de faire fonctionner le Bitcoin et d'envoyer du Bitcoin via des ondes radio aujourd'hui. Alors on est d'accord que l'adoption, là, elle prendra un sacré coup derrière la tête. Mais au final, quand les gens ils disent tuer le Bitcoin, c'est pas possible. Il suffit qu'il reste un ordinateur qui possède l'historique de la blockchain Bitcoin, ça fonctionnera. Et pour moi, ça fonctionnera tout le temps. Parce que des ordis, tu en as partout dans le monde, avec plein de juridictions différentes. Quand on voit la difficulté qu'ont aujourd'hui les gouvernements pour arrêter ce qui se passe sur Internet et pour aller fermer un site web, t'imagines même pas sur un protocole comme ça. S'ils avaient pu l'arrêter depuis le départ, c'est ce que disait Andreas Antonopoulos sur ses débuts. Il pense qu'au départ, vu que le hash rate était extrêmement faible et l'adoption très très faible, tu vois, entre 2009 et 2011, ils auraient pu éventuellement le faire parce que c'était pas connu et tout. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Aujourd'hui, ils peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent réglementer, ils peuvent empêcher et limiter l'adoption en disant je le rends illégal et tout, mais ça n'empêchera jamais son utilisation. Tout ce qui est illégal n'est pas forcément non utilisé. Je donnais le cas de la prostitution, je donnais le cas des armes, je donnais le cas de plein de trucs. Après, on peut penser, je suis en train de penser maintenant réseau peer-to-peer. Est-ce qu'on pourrait pas penser aussi à tout ce qui est torrent et des choses comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas penser à Adopi, tu vois? Ben oui, c'est ça. Tu vas recevoir un courrier. On a vu que vous avez un nœud Bitcoin. Voilà. C'est pas bien de télécharger des musiques. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, c'est exactement ça. Et tu vois, c'est ça qui me fait un peu rigoler. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu es sur une blockchain qui n'est pas du tout décentralisée, bon, bah ouais, tu as un CEO, tu as une fondation, tu as des locaux, tu as des bureaux. Voilà, ils peuvent peut-être influencer le protocole de l'intérieur de cette manière-là et de dire maintenant, le protocole, vous allez le créer de telle ou telle manière. Toi, tu penses que c'est décentralisé, mais en fait, pas du tout. Parce qu'ils peuvent le contrôler de cette manière-là. Le seul protocole aujourd'hui pour lequel, enfin, les seuls protocoles pour lesquels aujourd'hui, on est presque sûr à 100% qu'il n'y a pas trop de problèmes, Bitcoin sûr, Ethereum à peu près. Parce que tu as une fondation, tu as Vitalik qui est au milieu aussi. C'est un projet qui est plus complexe, même si ça reste quand même plus décentralisé que 99% des projets crypto, quoi. Voilà. Mais on peut avoir une influence, tu vois. Je veux dire, si demain, tu as Poutine qui connaît, parce que je crois qu'il est russe, Vitalik, hein, à la base. Il est canadien, mais effectivement, vu son nom, je pense qu'il a des origines. Je ne sais pas si ses parents. Il me semble qu'il est né au Canada, qu'il a une nationalité canadienne, mais il a d'origine. On va chercher. Hein. Mais oui, je pense que potentiellement, vas-y, continue ta ligne de. Non, bah c'était juste pour dire ça. C'était pour dire qu'au final, vu qu'on a quelqu'un à qui parler et qui a quand même une position d'autorité dans le domaine et qui peut influencer la direction d'un projet, qu'est-ce qui empêche que certains gouvernements viennent faire pression sur cette personne-là pour faire en sorte d'instaurer certaines mises à jour sur son projet? Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec Satoshi Nakamoto. C'est pour ça que la vision des Bitcoin Maxi, c'est de dire il n'y a qu'un Bitcoin et il y a tout le reste, quoi. Je pense qu'on fera une vidéo plus tard sur YouTube où on parlera de la vision des Bitcoin Maxi et pour expliquer peut-être ce que nous on pense là-dessus. On n'est pas d'accord sur tout, mais voilà, ils sont loin d'avoir tort sur toute la ligne non plus. Donc voilà. Dernière chose que je voulais présenter aussi concernant la réglementation et pourquoi, selon moi, la crypto aussi a énormément d'avenir. C'est ça. Je vais partager. Hop. Là, tu vois mon écran ou pas, Théo? C'est en train de charger, là? C'est en train de charger, ouais. Nickel. C'est bon. C'est les crypto-monnaies de banque centrale. La plupart des pays aujourd'hui sont en train de travailler sur les cryptos de banque centrale. Et là, on a un site qui va suivre l'évolution des crypto-monnaies de banque centrale. Alors, il y en a qui ont arrêté leur projet, puis il y en a d'autres qui sont déjà sur des projets pilotes, d'autres qui ont déjà des projets qui sont lancés, qui ont des proof of concept, etc., etc. C'est qu'une question de temps avant qu'on ait les crypto-monnaies de banque centrale avec toutes les problématiques que ça peut engendrer. Et vous avez les noms. Hein. Vous êtes capable de regarder dessus, vous cliquez sur ça, vous allez avoir un descriptif au final pour voir où est-ce que ça en est. Hein.
avec toutes les news qui sont liées à cette crypto, vous pouvez suivre en fait à l'instant T ce qui se passe sur chacune des CBDC qui sont en train de se développer, mais c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Et est-ce que vous pensez sincèrement que dans un monde où on est tous gouvernés par des cryptos de banque centrale, la crypto et les cryptos décentralisés, comme par exemple le Bitcoin, n'auront pas leur place? Est-ce que les gens ne se rendront pas compte de l'intérêt d'avoir peut-être ne serait-ce qu'une petite partie de leur portefeuille sur ce genre d'alternative? On le voit, hein, il y a de moins en moins de gens, même dans les pays développés, qui ont confiance aux banques, qui se rendent compte aussi que leur argent qui est sur les banques, ce n'est pas les leurs, que quand tu veux faire un transfert de 3000 balles ou de quelques milliers d'euros, on va venir te faire chier jusqu'à la fin pour te dire ah ben donnez-moi tel papier, machin, pour faire une transaction. Est-ce que justement, dans un monde qui va aller de plus en plus de ce côté-là, est-ce que la place de la crypto n'est pas actée déjà? Et je parle vraiment de véritables cryptos décentralisées, résistantes à la censure, etc. Et spécifiquement, par exemple, le Bitcoin. C'est pour ça que quand beaucoup de gens disent le Bitcoin, ça sera la fin parce que ça rentre en compétition directe avec les CBDC, j'aimerais bien qu'on m'explique concrètement comment ils comptent s'y prendre. Parce que ce n'est pas parce qu'un pays va dire nous, on l'interdit que c'est interdit. Je veux dire, la Chine l'a déjà fait, on a plein d'exemples. Je vous ai montré ici plein de cas où on a dit Bitcoin est mort, Bitcoin est mort, Bitcoin est mort, au final, il n'est jamais mort. Et à partir de quel moment et comment ils comptent véritablement s'y prendre pour vraiment tuer dans l'œuf Bitcoin? C'est impossible. Aujourd'hui, franchement, techniquement parlant, c'est impossible. Tu peux interdire dans ton pays, mais tu ne peux pas l'interdire dans le monde entier. Et de là à ce que tous les pays se disent oui, c'est bon, on est d'accord, on l'interdit, pour moi, ça n'arrivera pas, c'est impossible. Et quand bien même ça arriverait, ça n'empêchera pas l'utilisation de Bitcoin. Tu vois? Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, toi, Théo. Non, mais on est d'accord, c'est sur l'aspect technique, idéologique, c'est sûr. Après, sur l'aspect price action, investissement, là, ben oui, effectivement, ça va prendre. On aura peut-être plus des cycles comme on le connaît aujourd'hui avec des possibilités de faire des beaux multiples. Bon, ça sera peut-être un peu plus lissé, on va dire. Mais bon. C'est vrai que effectivement, sur le côté technologique, ça existera toujours. Après, il faudra peut-être oublier un petit peu l'aspect investissement, quoi, parce que forcément, en nombre de participants, ça va bien réduire. Tous les institutionnels, par contre, ils vont faire salut. Et donc, du coup, il y aura vraiment les personnes qui y croient vraiment, qui en auront besoin, qui apprendront le côté technique. Mais voilà, c'est pas. Mais c'est pas forcément un scénario qui est privilégié du tout non plus, parce qu'effectivement, même si jamais il y en a qui se mettent un peu plus à cheval là-dessus, moi je suis d'accord aussi, le scénario le plus probable, c'est qu'il y en a d'autres qui disent ok, ben, au final c'est une opportunité pour nous, même si c'est de manière opportuniste, mais pas parce qu'on y croit réellement, ça ne faut pas se leurrer non plus, mais ça continuera d'exister. Donc ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y avait BZH qui disait la chose que je regarde le plus, c'est l'évolution fiscale vis-à-vis des cryptos à l'étranger, spécifiquement en Indonésie ou au Cambodge. L'Indonésie va donner des nouvelles en début d'année 2025. Ouais. Tu vois, après, le Portugal, en Europe, c'était ça. Ils avaient une fiscalité super avantageuse et je crois qu'ils sont en train de revenir dessus, si je ne me trompe pas. Tu vois, il me semble, ou si on fait retoquer un peu par l'Europe. Mais après, dans tous les cas, oui, c'est pas une mauvaise idée de regarder. Et pas seulement l'aspect fiscal des cryptos, mais pourquoi pas regarder à l'étranger, avoir d'autres passeports, regarder comment ça se passe, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de résilience. Au final, on rentre dans des aspects résilience. Et là, on est un peu sur la crypto parce que c'est la thématique de la chaîne. Mais effectivement, le côté antifragile, ça ne s'applique pas qu'à la crypto. Et voilà, quand on regarde les évolutions en Europe, même en France, on se dit, voilà, c'est pas commencer à regarder un petit peu aux alentours, l'aspect fiscal, l'aspect qualité de vie, l'aspect, je sais pas, plein d'aspects comme ça qu'on peut vouloir souhaiter et avoir dans sa vie au quotidien, regarder un peu ce qui se fait aux alentours, parce que bien souvent, on peut se rendre compte qu'il y a des choses, voilà, on s'imagine, moi pour pas vivre en France actuellement, voilà, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, et voilà, c'est peser le pour et le contre, mais des fois, il y a certaines évolutions qui peuvent se dire putain, pourquoi je me fais chier à rester là, alors que je me fais tabasser niveau fiscal, niveau service public, plus ça se dégrade, niveau de vie tout simplement, niveau je sais pas ce que je peux faire, les opportunités et tout, putain, plus ça va, plus c'est chiant. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de m'expatrier ou faire autre chose? Je dis pas que c'est forcément le cas, tu vois, mais juste y penser, commencer à regarder un petit peu, le considérer comme une éventualité, une option. Bon, pourquoi pas, tu vois, pour si jamais tu en as besoin, tu l'as sous le coude, tu as déjà commencé à regarder un petit peu.
Voilà, ça coûte pas grand-chose et ça peut ouvrir l'esprit sur certaines choses, quoi. Desmond qui disait, pour investir en Afrique, je peux dire que la crypto, c'est formidable pour faire transiter des fonds simplement sans payer des tonnes de frais. Ouais, avec Western Union, par exemple, des impossibilités administratives, etc. Ouais. Voilà. Faut le voir aussi, parce que nous, en Europe, souvent, on le voit avec nos yeux d'Européens. Le Bitcoin, c'est pourri, c'est pas intéressant, ça va être arrêté et tout par le gouvernement. Mais globalement, quand on regarde dans d'autres pays où au final, ils n'ont même pas accès à un compte bancaire, c'est pas du tout la même chose. Après, ça aussi, ça commence à être remis en cause de plus en plus, quoi. C'était l'idée qui était véhiculée à la base de créer un système ouvert, décentralisé, où tout le monde pourrait faire des transactions et tout. Aujourd'hui, on le voit plus comme une réserve de valeur et non comme un moyen ou un réseau de paiement. Peut-être le Lightning Network et encore, mais plutôt comme un moyen pour pouvoir faire de la réserve de valeur. Et en plus de ça, l'idée qui était à la base, cypherpunk, abat les banques, on n'a pas besoin de vous, machin. Aujourd'hui, les plus gros détenteurs, c'est BlackRock. Voilà. Donc au final, on se rend compte que c'est BlackRock, les institutions, et c'est qu'une question de temps avant que ça continue dans ce sens-là. Ça a toujours été comme ça. La crypto, elle ne fera pas exception à la règle. Elle sera intégrée dans un système financier plus vaste. Simplement, pour ceux qui seront les mieux formés, je pense qu'ils pourront éviter au maximum la censure qui pourra exister sur certaines infrastructures par la suite et tirer le meilleur parti du projet, quoi. Et comme tu dis, Dice Mon, pas juste Western Union, les banques centrales des pays aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair.